Merci Yann d'être venu. Du coup, je te fais signe, voilà, Donc, merci à tous d'être de retour pour la seconde partie de cette première journée autour des monstres. Nous avons d'ores et déjà écouté Sébastien Hubier et Antonio Dominguez-Sleva. Je vais donc céder la parole à Juliette Friedli, qui, après un cursus en art appliqué, histoire et histoire de l'art, est devenue une doctorante de l'URCA en études culturelles sous la direction de Sébastien Hubier. Sa thèse porte sur la question du territoire et de l'identité dans les représentations fictionnelles des États-Unis et aujourd'hui, elle soulèvera l'interrogation suivante: société fabrique du monstre humain? Point d'interrogation. Merci Lorraine. Alors, je vais à mon tour m'atteler à la tâche du partage d'écran. Si ça fonctionne. C'est bon. Est-ce que vous le voyez? Ouais, très bien. Super. Moi, je vais vous mettre en petit pour que je puisse voir mon écran aussi. Donc, si vous voyez mon écran, vous voyez la citation par laquelle je vais commencer ma présentation. Citation extraite de la saison 2 de la série American Horror Story, dans laquelle Kit, interné à l'asile de Briarcliff, est suspecté d'être le meurtrier Bloodyface et tente de prouver son innocence en disant à la directrice de l'asile, Sir Jude, donc celle que vous voyez à l'écran, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, enfin, en général c'est assez connu, mais que ceux qui ont enlevé sa femme n'étaient pas des humains, mais des monstres. La réponse de Jude est toute faite. Tous les monstres sont humains, tu es un monstre. Ce qui est tout à fait en adéquation avec la conception du monstre que nous allons poursuivre dans cette étude. Voilà. Pour les multiples définitions du terme, nous pouvons en retenir deux qui conviennent aux monstres que je présente aujourd'hui. Personne qui suscite la crainte par sa cruauté, sa perversion, ou encore chose qui s'écarte des normes habituelles. Pardon. Voilà. J'évoquerai dans cette communication uniquement les monstres psychologiques de type psychopathe et ou sociopathe, en mettant de côté le criminel qui a conscience de transgresser la loi et qui semble avoir une conscience morale et être sujet à regret ou à remords. Ce qui, à mon sens, sépare le simple criminel du monstre chez qui les pulsions du ça prennent le dessus sur le moi et le surmoi, pour reprendre les théories de Freud. Nous pourrions alors nous poser les questions suivantes. Comment est créé le monstre américain? Si le monstre averti, comme Sébastien nous l'a présenté dans son introduction, nos monstres sont-ils un avertissement d'une société dysfonctionnelle? Ou bien encore, le monstre serait-il la victime de cette société? Les représentations de psychopathes ne manquent pas sur nos écrans, qu'ils soient fictionnels ou réels, mais j'ai choisi de me pencher sur deux personnages purement fictionnels à travers une rapide étude comparative au sein de laquelle nous pourrions diviser nos monstres en deux catégories. Le monstre comme produit de la société américaine, en adéquation totale ou presque avec ses valeurs, en prenant comme exemple le personnage de Patrick Bateman, et celle des monstres comme victime de la société américaine avec le personnage d'Arthur Fleck. Dans les deux cas, la représentation de ces monstres propose un possible lien entre créature et créateur/créatrice, qui serait souvent la société américaine. Voici une présentation succincte de ces deux créatures. Patrick Bateman est le personnage principal du roman American Psycho de Bret Easton Ellis. Les hobbies de ce yuppie new-yorkais peuvent se résumer à la musique pop, aux marques prestigieuses et aux meurtres sanglants, de préférence à caractère sexuel. En tout cas, c'est ce que met en avant le travail de Mary Aaron. Dans le film de Todd Phillips, Arthur Fleck est un humoriste raté en dépression, avec un trouble neuropsychologique qui le fait rire nerveusement. Il vit dans la ville de Gotham avec sa mère. Il devient le Joker et le leader involontaire d'une bande de clowns qui sont en réalité des citoyens en colère prêts à semer le chaos dans la ville. Cette étude sera également ponctuée d'exemples issus d'American Horror Story, comme vous l'avez vu dans l'ouverture, mais également du film Fight Club, et uniquement du film. En retraçant le parcours de ces deux vilains, nous allons évoquer les éléments de la société américaine qui auraient pu les transformer en monstres et qui sont mis en avant dans ces fictions. La ville, l'obsession pour le paraître et la performance, les obligations ou attentes du rêve américain, et le caractère hypernormé d'une société ostracisant tout homme un peu différent. Commençons avec la ville.
Nous retrouvons la même géographie et la même temporalité dans les deux œuvres, car toutes deux se déroulent dans une métropole dans les années 80, et nous pourrions dire qu'elles se déroulent également toutes les deux à New York, puisque New York serait quelque part une jumelle fictionnelle de Gotham. Et Todd Phillips ne se cache pas pour dire qu'il avait en tête l'esthétique de New York en 1981, c'est très précis. Donc, nous naviguons au sein d'une ville qui existe ou qui a existé en renforçant cette impression de réalisme. Dans la ville de Patrick Bateman et son appréhension de celle-ci, ça se limite finalement à une poignée de lieux. Bateman quitte peu Manhattan, allant du travail à son appartement et de son appartement à des cafés, clubs et bars considérés branchés de la ville. Et ce Manhattan du yuppie, un environnement d'argent et de superficialité, est en réalité un vernis craquelé sous lequel se dissimule le sale et l'innommable. Comme beaucoup d'éléments d'American Psycho, ce sont des lieux dans lesquels on se perd, on se trompe et on se méprend. Les noms de restaurants changent constamment. La boîte de nuit, le tunnel, porte plutôt bien son nom puisque le collègue de Patrick, Tim, y disparaît pour réapparaître et donc trouver le bout du tunnel à la fin du roman. Et les halls de buildings sont identiques, ainsi que l'appartement de Paul Owen, qui s'appelle Paul Allen dans le film quand il est interprété par Jared Leto, passe de bésodrome à morgue, puis à appartement de standing à louer en un claquement de doigts. Le New York de Bateman est un New York frénétique, de la rapidité et du changement, de l'immédiateté et de la confusion. C'est une métropole à l'image de l'esprit embué et enfariné de son personnage. Une ville à l'énergie si particulière qui alimenterait la soif de délire de Patrick. Et d'ailleurs, quand il fait une échappée salvatrice dans les Hamptons avec Evelyn, ses pulsions semblent passer. Enfin, dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il ressente le besoin de retourner en ville, notamment après avoir noyé le chien qu'il avait offert à sa fiancée pour, je cite, faire les choses bien. Je ne sais pas comment, mais il l'a fait. Dans le cas du Joker, nous faisons face à un Gotham crasseux. Il n'y a pas ou presque un plan sans un amas de sacs poubelles et le problème d'hygiène de la ville est tout bonnement l'ouverture du film. Pendant qu'Arthur se maquille pour aller travailler, nous entendons les interviews de citoyens mécontents de la situation. La radio laisse la place à une musique clownesque et on voit Arthur et son panneau publicitaire dans la rue dans laquelle la foule se presse et ne fait que passer, ignorant totalement ou presque Arthur et un musicien qui joue du piano. Ironiquement, il jongle avec un panneau « Tout doit disparaître » qui peut le renvoyer à sa propre situation. Endroit de passage, donc, où ceux qui sont immobiles sont à la marge. Et comme je l'ai dit, c'était une volonté de Todd Phillips de recréer ce New York sale des années 80, période durant laquelle les éboueurs étaient soit en grève, soit corrompus. C'est aussi cette crasse et cette situation au bord de la crise qui permet à Thomas Wayne, entrepreneur richissime, de vouloir se présenter comme maire de Gotham pour enrayer le problème. Gotham est donc une ville sale, terne et dysfonctionnelle à l'image de notre personnage principal, se fondant parfois dans les plans et paraissant englouti dans ce paysage urbain. On peut y voir une plongée dans deux mondes qui évoluent côte à côte et qui implosent quand ils se croisent. Dans chaque fiction, l'interaction avec l'autre stéréotype de vilain, avec des guillemets, dans le sens anglophone, donne lieu à des scènes de violence qui pourraient finalement se traduire par une violence entre classes. Cette dernière peut s'analyser comme une incompréhension entre les deux milieux qui est visible quand Patrick rencontre Hal le clochard avant de le massacrer. Clochard qui aurait très bien pu être Arthur Fleck après son renvoi s'il n'était pas devenu le Joker. On note l'incompréhension de Patrick quant à la difficulté qu'a Hal de retrouver un travail, tout en lui reprochant que mendier revient à voler l'argent de ceux qui prennent la peine de travailler. Discours qui n'est pas sans nous rappeler celui de Thomas Wayne quand il intervient à la télé après les meurtres d'Arthur. Les meurtres d'Arthur, nous y venons. Premier jet de sang d'Arthur qui est destiné aux homologues de Patrick, des stéréotypes du yuppie cruel et débile, encensés donc par la suite par Thomas Wayne, chez qui il travaillait. Et donc, à travers l'idéologie bien connue de la pastorale américaine, on peut également se demander si la ville rend l'homme violent, ou tout du moins s'il est un lieu de perversion. Un certain déterminisme qui tendrait à supposer que la ville crée le monstre. Je vais passer maintenant à la question du paraître.
S'il y a bien une chose qui pourrait nous permettre de distinguer le monstre produit du monstre victime, c'est la question de l'apparence. Si le produit recherche un contrôle presque total des apparences et se fond en surface dans la masse de ses semblables, la victime, elle, va être dans un laisser-aller en adéquation avec sa monstruosité pour se dédoubler et montrer qu'il est monstre avec un costume, un maquillage ou un masque qui va rendre visible sa marginalisation. Patrick Bateman, donc, comme on le voit ici, a une maîtrise parfaite de son apparence, jusqu'à la finition de sa carte de visite. Cela se traduit par une obsession pour son propre corps, qu'il admire lors de ses ébats et qu'il entretient lors d'une routine à faire pâlir les plus grandes créatrices de contenu d'aujourd'hui. Et c'est une scène qui pourrait nous faire penser à une publicité, non seulement par les produits montrés, mais aussi par la musique choisie et la voix en off de Patrick. Et cette scène a été reprise plusieurs fois, et notamment dans American Horror Story, pour mettre en image la vocation d'acteur du personnage de Dandy Mott. Dandy Mott que vous retrouverez peut-être demain avec Lorraine, avec la présentation pour American Horror Story Freak Show. Et donc, pour Dandy, son véritable costume de dieu reste la nudité. Il se montre, comme vous le voyez à droite de l'écran, en petit slip blanc, quasiment identique à celui de Patrick, et la perfection de son corps relevant du divin puisqu'il se considère comme un dieu. Il explique comment ce corps, ce paraître et la façon dont il se présente au monde et son pouvoir, un pouvoir à la hauteur de l'Amérique. Et alors que Dandy semble vouloir montrer sa perfection physique dans sa totalité en prenant soin, Patrick, lui, reste dans un soin superficiel, répondant strictement au code de l'apparence et du paraître. Loin de l'idée du « mon corps est un temple », hein, comme on peut l'entendre quelquefois, pardon. Puisqu'il ne supporte pas les fumeurs, qui est une pratique en son sens commune et parfois synonyme d'un manque d'hygiène visible, dents jaunes ou encore mauvaise haleine, il ne s'empêche pas un cigare de temps en temps, pratique réservée à l'élite. De plus, il ne se limite absolument pas à l'usage de drogue en tout genre, du moment que ça n'altère pas son immédiate apparence. Entre autres, cocaïne, Valium, Xanax et d'autres choix multiples dans le roman comme dans le film. Ses vêtements sont impeccables et de marque pour convenir à la société de consommation à laquelle il appartient, et son appartement immaculé répond à la dernière mode et au code du luxe, même s'il ne comprend pas tout. Car s'il est incollable sur la culture populaire et surtout dans le domaine de la musique, ce n'est pas le cas du monde de l'art, puisque quand une connaissance d'université entre dans son appartement, elle lui fait remarquer que son tableau, un David Onica qui fait la fierté de Patrick, est accroché à l'envers. Cette propreté opposée aux effusions de sang provoquées lors des massacres donne lieu à des séquences ironiques pour conserver la propreté de ses biens et en protégeant ses vêtements avec une blouse, comme vous pouvez le voir, ou encore son salon avec du journal et des draps. Le pauvre Jared Leto ne se rend pas encore compte qu'il va plus faire long feu. Le véritable Patrick est encore quand il est nu, quand il se défait des vêtements qui font de lui un élément de la société parmi d'autres, et qu'il ne se gêne pas pour être couvert de sang de ses victimes. Dans une société qui met en valeur le paraître, où une personne propre sur elle est digne de confiance, American Psycho vient nous rappeler que l'habit ne fait pas le moine et qu'il faut se méfier du beau, car la beauté extérieure n'a d'égal que la monstruosité intérieure. Cet environnement propre et soigné, en adéquation avec la société de consommation, crée un monstre dans l'excès du self-control, du paraître, du beau et de l'hygiénisme à outrance. Aucun excès ne doit être toléré ou tout du moins affiché. Chaque élément qui entoure Patrick Bateman a un prix, et même quand il s'agit des femmes. Cette succession de prix et de noms qui entourent le personnage principal peut nous faire penser à une scène du film Fight Club, pour ceux qui connaissent, dans laquelle le narrateur schizophrène déambule dans son appartement pendant que le spectateur peut y voir les informations de chaque élément, tel que dans un catalogue Ikea. Avant que le dit appartement soit explosé, finisse en cendres, et que le narrateur déménage dans la maison abandonnée de Tyler Durden. Critique de la société de consommation, donc, qui crée un monstre passif, un zombie de la consommation malheureux dans sa condition, qui, une fois activé, devient agressif et criminel. Une société capitaliste et consumériste qui enferme son citoyen dans une logique de travail pour pouvoir s'acheter des objets inutiles. Et le narrateur, ici, délaisse ainsi cette société pour rejoindre un environnement dans lequel tout est vieux,
délabré et en désordre, ce qui peut nous faire penser à l'appartement d'Arthur Fleck. En effet, chez la créature victime de la société, il y a un certain laisser-aller physique avant de retrouver le contrôle de son environnement et de son apparence avec la création de son double, ou on pourrait parler aussi de son surhomme nietzschéen. Dans Joker, la question du masque a été analysée par Todd Phillips et il résume assez bien l'ambiguïté du port du masque ou du maquillage qui survient quand on décide de retirer le premier masque qu'on porte pour satisfaire la société. Cette création d'un double magnifié est visible dans Joker, mais également dans d'autres fictions. La façon dont ils se voient et dont les autres les voient, ainsi que la position qu'ils ont dans la société selon eux, s'affichent. Arthur devient le Joker, le bouffon, comme l'a surnommé Murray dans son talk show. Tate devient l'instrument de la mort avec son maquillage squelette. Pardon. Et Jack devient le charismatique, musclé et intrépide Tyler. Ces fictions représentent une société dans laquelle paraître et donc être visible, c'est exister. Arthur va jusqu'à remettre en cause sa propre existence, car il était invisible aux yeux de la société, avant de devenir le Joker, qui est lui bien visible et inratable avec ses couleurs criardes, et qui fait notamment la une des journaux. Et bien que dans les deux cas, les personnages se sentent libres et eux-mêmes, une fois débarrassés du masque ou du costume que la société a forgé pour eux, Patrick questionne tout de même son être, car s'il a intégré une image de ce qu'on veut qu'il soit, il n'a pas encore bien saisi ce qu'il est vraiment. Nous venons de voir que Patrick avait tout ce qu'il pouvait avoir matériellement, ce qui pourrait être un des aspects du rêve américain, un confort matériel obtenu par le travail et l'effort. Seul problème, tout ce que Patrick possède, excepté peut-être pour ses abdominaux, n'a pas été acquis par la sueur de son front. Nous apprenons que grâce à la fortune familiale, il n'a pas besoin de travailler s'il n'en a pas envie, et ce dernier répond qu'il veut s'intégrer. I want to fit in. Une intégration dans la société, encore et toujours superficielle, car on ne sait jamais bien ce qu'il fait. Une certaine oisiveté semble régner dans son travail quotidien qui pourrait se résumer à peaufiner l'aspect de sa carte de visite, écouter de la musique et dessiner sur des carnets. Bon. Il ne semble pas travailler très dur et est pourtant en haut de l'échelle sociale, mais il semble surtout s'ennuyer. Il représente la compétition relative au rêve américain et à cette idée d'avoir du succès et des richesses à la bonne volonté de Dieu. C'est ce qui se ressent quand la jalousie de Patrick explose, se rendant compte que l'appartement de Paul est mieux que le sien, ou bien que son frère peut facilement avoir une réservation au Dorsia, restaurant où tout le monde veut aller, y compris Patrick. Tout cela lui paraît injuste, une injustice qui pourrait être synonyme d'un délaissement d'une force supérieure, la société américaine. Et cette hyperconsommation est également visible dans les relations humaines, avec la multiplication des noms, des connaissances et des histoires au point d'en devenir vides de sens. Néanmoins, ces confusions donnent lieu à des quiproquos qui permettent d'éclairer ou non le lecteur quant à la véracité des propos de Patrick et de savoir ce que les autres pensent de lui. Et en général, ce n'est pas Jojo, en tout cas quand ils savent qui c'est quoi. C'est pas forcément le cas. Et donc, bien qu'il soit dans les hautes sphères pour être le meilleur, il y a toujours plus bas que lui. Et cette position lui donne un sentiment de toute puissance, avec une liberté sans limite, allant au-delà de la loi, et pour preuve qu'il peut bien faire ce qu'il veut. Bien qu'il se confesse plusieurs fois, il n'est jamais arrêté. Patrick a alors une passion pour les codes du rêve américain, dont l'apogée serait la figure du self-made man, que lui-même n'est pas, et est distillée tout au long du roman à travers son obsession pour Donald Trump, qui semble être son modèle. L'obsession d'Arthur, elle, se porte sur l'animateur Murray Franklin, dont il fantasme être le fils. Son rêve américain serait de devenir humoriste, mais c'est une envie qui lui vient surtout de sa mère, comme il le laisse entendre lors d'une scène où il rêve que Murray le fait sortir du public pour lui dire qu'il est un bon fils et qu'il abandonnerait toute carrière et toute gloire s'il en avait un comme lui. Alors qu'il aurait pu tuer symboliquement ce père en délaissant cette obsession pour s'épanouir en étant lui-même, il applique littéralement ce schéma. Initialement, il pensait se suicider en direct, mais les propos de Murray lui font changer d'avis. En échouant, il trouve un chemin détourné pour prendre sa place et cite symboliquement la phrase de fin d'émission à la place de ce dernier, « That's life ».
Donc Gotham peut également être une représentation du rêve américain transformé en cauchemar. Toutes les valeurs prônées par ce dernier pour atteindre le succès et la satiété matérielle, travail, bienveillance envers son prochain et respect des règles, sont tournées en dérision. Toutes les personnes qui semblent réussir ou avoir du pouvoir dans cette société sont cruelles. Les yuppies dans le métro qui s'en prennent au sexe féminin et aux plus faibles, les adolescents persécuteurs et à la tête de cet empire, ou bientôt, Thomas Wayne qui frappe sans état d'âme Arthur au visage. Des modèles de la réussite par facilité ou par transgression des lois, tout en donnant l'impression de les respecter à la lettre. Une société donc au bord de la crise qui ne tarde pas à se laisser tenter par la violence, prenant la folie d'Arthur comme exemple. Nous avons alors une représentation de certaines valeurs du rêve américain qui peuvent tourner au cauchemar. Dans American Psycho, nous avons la symbolique du yuppie et du monde de la finance qui ne produit rien, mais qui consomme tout. Dans Joker, nous avons un bougre qui tente tant bien que mal de s'en sortir, mais que la société enfonce toujours un peu plus. Et nous remarquons que la pathologie de Patrick pourrait venir de l'accession de son statut social sans y avoir travaillé, et à l'inverse, celle d'Arthur viendrait de son incapacité à s'élever dans l'échelle sociale alors qu'il y travaille. La métaphore de l'escalier dans le film Joker est assez intéressante car on y voit Arthur, dans un premier temps, le monter péniblement, lentement, le dos courbé, cédant aux contraintes de la société. Alors qu'une fois qu'il a accepté de ne plus correspondre à ce que la société lui demande, il les descend gaiement et dansant, habillé en Joker. Ce sont aussi des critiques des institutions fantoches censées être garantes d'une mobilité sur l'échelle sociale, comme par exemple l'éducation. Patrick se demande même si tout cela n'a pas commencé à Harvard et considère Yale comme une usine à homosexuels cocaïnomanes. C'est également la destruction de l'avènement de l'individu comme sujet à succès et à réussite, de la croyance que chacun peut réussir avec un peu de travail et une bonne conduite. Ces fictions révèlent alors le moment d'angoisse de réaliser que l'individu n'est qu'un numéro dans une société massive où ce dernier n'a que très peu de chances d'être placé sur un piédestal, contrairement à ce que le rêve américain peut faire croire. L'homme est un animal social, un animal communautaire, un individu au sein d'une société normée et construite pour le bien commun. Et dans un premier temps, Patrick semble en tout point être le compagnon de soirée ou le collègue idéal. Propre sur lui, il a de la conversation et de l'argent, mais est incapable d'avoir des relations saines. Les représentations de ces monstres produits de la société sont souvent celles d'une adaptation apparente avec une vie sociale active, mais ce n'est qu'une façade car ils sont bien évidemment seuls. Bien que Patrick soit la plupart du temps entouré dans une société qui demande un effort relationnel constant et que personne n'arrive jamais à suivre puisque tout le monde se trompe dans les noms et puis au final personne ne connaît personne et ne reconnaît personne, il semble d'autant plus seul que sa famille est vite évacuée. On évoque son père pour son patrimoine, sa mère est placée dans un institut et son frère semble se laisser vivre en faisant le tour du monde, délapidant la fortune familiale. L'apparente capacité à évoluer dans cette société nous permet uniquement de nous rendre compte de l'inadaptation de Patrick à celui-ci. Il semble d'ailleurs parfois être un enfant dans un monde d'adultes. Il dessine dans son carnet en écoutant de la musique, pique des colères et son avocat se moque gentiment de lui quand il lui raconte des histoires. Une attitude enfantine qu'on peut retrouver chez Arthur également, dans sa naïveté occasionnelle, sa façon de courir, celle d'utiliser une arme pour la première fois, quand il tire dans le mur et sans faire exprès et puis qu'il panique, ses vêtements un peu trop larges pour lui, ou encore quand il rêve qu'il est interrogé par Murray en se tenant comme un petit garçon qui s'apprête à réviser sa poésie. L'opposition est également flagrante dans la scène de rencontre avec Bruce Wayne, encore enfant. Arthur fait le clown pour le divertir, tandis que Bruce reste stoïque et mature, même dans les vêtements qu'il porte. Entre parenthèses, il a exactement la même expression quand ses parents meurent, donc je pense que Batman a aussi un petit grain au niveau de la tête. Arthur est d'autant plus seul que son handicap, provoquant des rires spasmodiques, met rapidement fin à toute communication. Sa prise en charge psychologique et la possibilité de se fournir en médicaments s'évaporent rapidement car le budget est coupé par la ville. Il a un cadre familial bancal, sa mère est une inadaptée comme lui et il s'en occupe comme il peut avant de l'assassiner, comme le chien dans les Hamptons, ou presque.
Il est dans un premier temps orphelin de père, puis il s'en fantasme un en la personne de Murray, pour s'en découvrir un dans la lettre de sa mère qui serait Thomas Wayne, mais qui n'est finalement peut-être pas son vrai père, à en croire le dossier de sa mère à Arkham. La relation qu'il avait avec sa voisine n'était en réalité que le produit de son imagination. Isolé et ostracisé, il est mené à la folie et à la haine envers ses pairs. Arthur est alors exclu de toutes les sphères sociales jusqu'à la formation de sa propre communauté de clowns. Et c'est une représentation intéressante car le monstre est en général le marginal, celui qui est différent. Mais quand Arthur devient monstre, il est noyé dans une foule de ses semblables qui non seulement lui permettent d'échapper à la police une première fois, mais lui sauvent la vie en le sortant de la voiture qui a été percutée. Et dans la scène suivante, nous sommes témoins de la renaissance du Joker, acclamé par ses pairs, et dans le même temps de l'assassinat des parents de Bruce Wayne et donc de la naissance du Batman. Que ce soit pour le monstre produit comme pour le monstre victime, ils ont un sentiment d'abandon ou de rejet de la société. Ce sont des échecs des valeurs américaines et les personnes qui leur font savoir sont soit des identités supérieures et magnifiées pour le monstre, soit des adolescents. Et même si nous pourrions avoir l'impression que le choix de bourreaux adolescents ne se limite qu'à l'idiotie intrinsèque à cet âge bête, on peut y trouver un sens beaucoup plus symbolique. En effet, les adolescents et la jeunesse en général sont à la fois les représentants parfaits et les cibles prioritaires de la société de consommation. C'est également à la période du lycée, microcosme de la société américaine, que se fait l'apprentissage de la société et de savoir où y trouver sa place. Et Arthur ne cache pas la compréhension de ce monde quand il échange avec la psychologue à plusieurs reprises en disant que tout le monde est fou ou affreux. Un isolement donc et une incompréhension de la vie où le nihilisme serait la solution. Nihilisme présent dans les différentes fictions qu'on a pu voir, mais également dans le discours de Patrick déjà évoqué quant à sa réalité et le sens de la vie, placé en début de la narration dans le film, mais à la fin dans le roman, ce qui a quand même son importance par rapport à tout ce qui est vrai ou pas. Arthur Fleck, lui, annule en quelque sorte la réalité de sa vie en la comparant à la fiction. Tragédie dans un premier temps, puis comédie. Alors qu'Arthur se complaît dans le chaos qu'il a créé, Patrick, lui, se complaît dans le contrôle qu'il peut avoir tout en créant le chaos. Et pour conclure, je dirais dans nos deux fictions et dans les exemples cités, la société américaine est représentée comme une composante qui va venir alimenter la folie de nos monstres, que ce soit dans l'étouffement de la grande ville, la volonté d'entrer dans les cases que la société a forgées pour eux à travers les valeurs du rêve américain, qui, comme son nom l'indique, n'est qu'un rêve, où les marginaux et les différents sont interdits au sein d'une société castratrice. Il y a alors une certaine idée de la société comme créatrice du monstre, teintée d'un déterminisme social et de classe où seule la folie et la haine pourraient franchir ces frontières imperméables. Car si chacun va un moment s'en prendre à la catégorie de l'autre, cela ne les empêche pas de trouver des proies dans leur propre sphère sociale. Arthur tue son collègue Randall et Patrick assassine, ou non, Paul. Et oui, car dans les deux cas, la frontière entre réalité et imagination est floue, à la fois pour le lecteur et spectateur, comme pour le personnage principal. La réalité des meurtres n'est pas bien claire. On ne sait pas si Arthur tue sa voisine et l'ensemble du roman d'Hélice joue sur la confusion de ce qu'a réellement pu faire Patrick. Je vous remercie. Merci Juliette pour cette présentation humaine.